Ma femme a dit, je ne te dois pas d'intimité. Alors, je lui ai montré à quoi ressemble la vie quand j'arrête de devoir amour, effort et engagement. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, je ne te dois pas d'intimité. Je suis resté assis, fixant le vide, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. C'est alors que j'ai réalisé, peut-être que moi non plus, je ne lui devais plus rien. Ce qui s'est passé ensuite était inévitable. Nous étions en plein milieu d'une autre dispute, une de ces querelles absurdes qui devenaient de plus en plus fréquentes ces derniers temps. Tout avait commencé par quelque chose de trivial, comme moi lui demandant si elle voulait passer du temps avec moi ce soir-là. Je pensais être attentionné, prêt à mettre de côté le travail et les distractions pour me concentrer sur nous deux. Mais au lieu de gratitude, j'ai reçu une réponse froide et tranchante. Son ton était glacial, presque récité d'avance. Je ne te dois pas d'intimité. Elle a dit ça les bras croisés, le regard fixe, comme si elle me défiait de la contredire. Au début, j'ai cru avoir mal entendu. J'ai cligné des yeux, tentant de digérer ce qui venait de sortir de sa bouche. Quoi ? Ai-je demandé, à moitié rieur, à moitié nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle n'a même pas scié. Ça veut dire exactement ce que ça veut dire, a-t-elle répliqué sèchement. Je suis fatigué que tu agisses comme si c'était une obligation. Ce n'est pas parce qu'on est marié que je te dois quoi que ce soit. C'était comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Nous étions mariés depuis 8 ans de sacrifices, de nuits blanches et d'heures supplémentaires pour nous offrir la vie que nous avions. Et maintenant, elle me disait en face que mes sentiments et mes besoins n'avaient pas d'importance. Que les piliers de notre mariage, la confiance, l'intimité, le partenariat étaient, apparemment, optionnels. Je voulais me disputer, lui dire à quel point ça me blessait, à quel point je me sentais rejeté. Mais aucun mot ne sortait. Au lieu de ça, je suis resté là, à la regarder, comme si un étranger avait pris la place de ma femme. La dispute n'a pas duré longtemps. Elle a quitté la pièce, me laissant là, perdu dans mes pensées. J'ai essayé d'ignorer, de me convaincre qu'elle était juste stressée ou qu'elle avait passé une mauvaise journée. Mais au fond, je connaissais la vérité. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait sentir que je n'avais pas d'importance. C'était juste la première fois qu'elle le disait aussi clairement. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai repassé notre conversation en boucle, cherchant à comprendre où tout avait dérapé. Est-ce que j'avais raté des signes ? Est-ce que j'avais fait quelque chose qui l'avait éloigné ? Ou est-ce que, depuis tout ce temps, je me berçais d'illusions, croyant que nous étions encore une équipe ? Au matin, ma frustration s'était transformée en autre chose, de la détermination. Si elle pensait ne rien me devoir en termes d'intimité, peut-être que moi non plus, je ne lui devais plus ces sacrifices incessants pour maintenir notre mariage à flot. Je ne voulais plus me sentir comme un mendiant dans ma propre relation. Je ne lui ai rien dit immédiatement. À la place, j'ai commencé à observer, vraiment observer. J'ai prêté attention à notre dynamique, à la façon dont elle me traitait, à quel point elle semblait se soucier peu des efforts que je faisais pour nous. Et plus je remarquais ces choses, plus j'étais convaincu qu'un changement s'imposait. Mais je ne savais pas encore lequel. Je savais juste que je ne laisserais pas ces mots définir ma valeur. Les jours qui ont suivi cette conversation ont été différents. Quelque chose avait changé en moi. J'ai commencé à voir notre mariage sous un nouvel angle, non pas comme un partenariat, mais comme une danse d'équilibre constante, où j'étais toujours celui qui donnait plus pour maintenir l'harmonie. Et plus j'y pensais, plus ça m'énervait. Je me suis souvenu des nuits où j'avais fait des heures supplémentaires pour qu'on puisse acheter notre maison. À l'époque, elle me disait à quel point elle était fière, à quel point elle avait de la chance d'avoir quelqu'un qui se souciait tant de notre avenir. Je m'accrochais à ces mots comme à un carburant, me donnant encore plus de mal parce que je croyais que je le faisais pour nous. Mais en y repensant maintenant, on aurait dit que mes sacrifices avaient été effacés dès qu'ils avaient cessé de lui être utiles. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était aussi toutes les petites choses du quotidien. Les fois où j'avais annulé des plans avec des amis parce qu'elle avait dit avoir besoin de moi à la maison. Les week-ends passés à réparer des choses ou à m'occuper de tâches pour lui faciliter la vie. Même ces nuits où j'avais sacrifié mon sommeil juste pour l'écouter se confier sur son travail, parce que je ne voulais pas qu'elle se sente seule. Et l'intimité. Pour moi, ce n'était pas qu'une question de sexe. C'était une connexion, le fait de me sentir apprécié, de savoir que mes efforts n'étaient pas juste considérés comme acquis. Mais apparemment, c'était trop demandé. J'ai commencé à faire une sorte de bilan mental des inégalités.
Je ne les notais pas sur papier, mais je les enregistrais dans mon esprit. Je remarquais chaque fois qu'elle m'ignorait ou minimisait quelque chose d'important pour moi, comme la nuit où je suis rentré enthousiaste à propos d'un nouveau projet au travail, et qu'elle n'a même pas levé les yeux de son téléphone. Ou le jour où j'ai préparé son dîner préféré après une semaine stressante, et tout ce que j'ai obtenu en retour fut un simple « merci », murmuré avant qu'elle ne quitte la cuisine. Je crois qu'elle n'a même pas remarqué que je m'éloignais. C'était peut-être ça, le pire, à quel point il lui avait été facile de ne pas s'en apercevoir. Un soir, je suis resté assis dans ma voiture, garée devant notre maison, fixant les fenêtres éteintes en me demandant si cela valait la peine d'entrer. C'était une pensée stupide, après tout, c'était aussi ma maison. Mais je me sentais comme un visiteur, quelqu'un dont la présence ne faisait aucune différence. J'ai repensé à ce qu'elle avait dit, qu'elle ne me devait pas d'intimité et, pour la première fois, je me suis permis de poser la question que j'évitais depuis longtemps, qu'est-ce qu'elle me devait, alors? Du respect? De la reconnaissance? De la complicité? Ou bien tout cela n'était-il qu'une illusion, quelque chose que je m'étais imaginé entre nous? J'ai repensé au début de notre relation, à l'époque où nous ne pouvions pas nous empêcher de nous toucher et où nous parlions de tout. Cette version de nous deux me manquait. Mais plus j'essayais de la revoir dans mon esprit, plus elle me semblait appartenir à une vie complètement différente. Ce soir-là, je ne suis pas entré immédiatement. Je suis resté assis dans la voiture, regardant mon reflet dans le rétroviseur, essayant de reconnaître l'homme qui me fixait. Ce n'était plus le même homme plein de rêves et de projets que j'étais quand nous nous sommes mariés. Ce que je voyais, c'était quelqu'un de fatigué, quelqu'un qui avait passé des années à se donner corps et âme pour une relation qui ne donnait plus rien en retour. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, je n'étais pas en colère à cause de ce qu'elle avait dit. J'étais en colère parce qu'au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Elle ne me devait pas d'intimité. Mais si c'était vrai, alors moi non plus, je ne lui devais plus cette version de moi qui se pliait en quatre pour faire fonctionner notre mariage. Cette nuit-là, en franchissant la porte, je me suis senti différent. Je n'étais ni en colère, ni triste. Juste, épuisé. Fatigué d'essayer de réparer quelque chose qu'elle ne semblait même pas voir comme étant brisé. Et aussi douloureuse que fut cette prise de conscience, elle m'a apporté une étrange sensation de clarté. Si elle pensait ne rien me devoir, alors peut-être que moi non plus, je ne lui devais plus tous ces sacrifices et ces compromis que je faisais depuis des années. Les changements ont commencé en douceur. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. Pas par méchanceté, mais parce que j'ai réalisé que je n'avais plus envie d'entendre les mêmes plaintes répétitives sur ses collègues ou ses délais. Pour la première fois, je me suis demandé ce qui se passerait si je ne faisais plus l'effort de maintenir la conversation en vie. Au début, je crois qu'elle ne l'a même pas remarqué. Elle était tellement habituée à ce que je remplisse les silences que mon retrait s'est fondu dans le décor. Je restais assis dans le salon, jouant sur mon téléphone ou changeant de chaîne, et elle ne levait presque jamais les yeux. Mais au fil des jours, j'ai vu que cela commençait à l'agacer. Elle lâchait des remarques comme « tu es bien silencieux ces derniers temps » ou « tout va bien ». Je haussais juste les épaules et évitais le sujet, sans lui laisser l'opportunité d'en faire une excuse ou d'inverser les rôles. Je voyais bien que cela la perturbait. Elle se mettait à me chercher sur des petits détails, critiquer ma façon de plier le linge, râler parce que je n'avais pas rempli le réservoir de la voiture, ou même m'accuser d'être distrait dans des conversations, qui, en réalité, n'existaient même pas. Mais au lieu de réagir, je laissais couler. Je ne voulais plus jouer à ce jeu. Puis quelque chose d'étrange s'est produit, elle a commencé à faire des efforts. Au début, c'était discret, me rapporter un café quand je travaillais tard, proposer qu'on regarde un film ensemble, comme avant. Mais au lieu de me précipiter sur ces petits gestes comme s'ils étaient de grandes concessions, je les ai laissés flotter dans l'air, sans réponse. Pas pour la punir, mais parce que j'avais besoin de savoir si c'était sincère ou juste une tentative de masquer nos problèmes sans les régler. La tension montait de jour en jour. Plus elle essayait de se rapprocher, plus je reculais juste assez pour la laisser dans le doute. Et plus elle tentait de reprendre le contrôle, plus il devenait évident qu'elle ne savait pas quoi faire lorsque j'ai arrêté d'être le seul à porter notre relation. Un soir, elle m'a demandé directement. « Tu es en colère contre moi ?» Sa voix était plus basse que d'habitude, comme si elle avait peur de la réponse. Je l'ai regardée et j'ai dit ce que je gardais en moi depuis cette fameuse nuit. « Je suis juste fatigué d'essayer plus que toi. » J'ai vu mes mots la frapper comme une gifle. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais, pour la première fois, aucun son n'en est sorti.
Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir l'avantage, pas parce que j'avais gagné une dispute, mais parce que j'avais enfin arrêté de m'excuser de vouloir plus que ce qu'elle était prête à offrir. Le lendemain matin, après lui avoir dit que j'étais fatigué d'essayer plus qu'elle, l'atmosphère à la maison était impossible à ignorer. Elle était plus silencieuse que d'habitude, mais ce n'était pas le silence froid et indifférent qu'elle avait maîtrisé au fil des années. C'était autre chose, quelque chose d'inquiet, comme si elle attendait que je cède et explique tout. Mais je n'ai pas cédé. J'ai suivi ma routine comme si de rien n'était. J'ai préparé mon café, vérifié mes emails et suis parti au travail sans même lui jeter un regard. C'est là que les messages ont commencé. Vers midi, j'ai reçu le premier. On doit parler. Je l'ai ignoré. Peu après, un autre est arrivé. Sérieusement, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu non plus. Quand je suis rentré, elle était déjà là, faisant les 100 pas dans le salon, comme un animal en cage. On voyait qu'elle avait répété le discours qu'elle s'apprêtait à me faire, mais je ne lui ai pas laissé l'occasion de commencer. « Qu'est-ce que tu veux » ai-je demandé en jetant mes clés sur le comptoir. Ses yeux se sont plissés. « Ce que je veux ? Tu plaisantes ? C'est toi qui agis comme un étranger dans notre propre maison. Je veux savoir ce qui t'arrive. » J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était invraisemblable. « Ce qui m'arrive ? Tu es sérieuse, là ? Je ne fais que suivre ton exemple, ma chérie. Tu as été très clair sur ce que ce mariage est, et surtout sur ce qu'il n'est pas, la nuit où tu as dit que tu ne me devais pas d'intimité. » Son visage s'est empourpré, et pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait nier l'avoir dit. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle s'est mise sur la défensive. Et je ne te dois pas. J'ai le droit d'avoir mes limites, et si tu n'es pas capable de les accepter, alors c'est peut-être ton problème, pas le mien. J'ai senti la colère monter, mais j'ai ravalé ma frustration. Il n'était pas question de transformer ça en une énième dispute stérile. Tu as raison, ai-je dit d'une voix calme. Tu ne me dois pas d'intimité. Mais alors dis-moi, est-ce que moi, je te dois de l'engagement ? Je te dois de la loyauté ? Je te dois quelque chose qui dépasse une simple cohabitation civilisée. Ses yeux se sont écarquillés, et pour la première fois, j'ai vu quelque chose se briser dans son expression, de la peur. Elle n'a pas répondu, alors j'ai continué. Parce que si c'est ainsi que tu veux jouer, alors peut-être que moi non plus, je ne te dois pas de soirée en amoureux, ni de soutien émotionnel, ni même de rentrer à la maison le soir. Peut-être que je ne te dois pas de faire de nous une priorité, puisque tu as clairement indiqué que nous n'en étions pas une pour toi. C'est laquelle a explosé. Ce n'est pas juste. Tu déformes tout. Je voulais juste de l'espace. Je n'ai jamais dit que je ne tenais pas à toi. Alors prouve-le. Ai-je répliqué. Parce qu'en ce moment, tout ce que je vois, c'est quelqu'un qui veut les avantages du mariage sans faire d'efforts pour le maintenir. Le silence est tombé dans la pièce. Elle semblait chercher ses mots, mais aucun son n'est sorti. J'ai attendu, lui laissant une chance de se battre pour nous, de me prouver que j'avais tort. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de ça, elle s'est effondrée sur le canapé, enfouissant son visage dans ses mains. Je ne sais pas comment on en est arrivé là, a-t-elle murmuré. Et honnêtement, moi non plus. Tout ce que je savais, c'est que la femme assise en face de moi ne ressemblait plus à celle que j'avais épousée. Et peut-être que moi non plus, je n'étais plus le même homme. Mais au lieu de m'asseoir à côté d'elle et de la réconforter, comme je l'aurais fait avant, je me suis levé et je suis parti. Pour la première fois depuis longtemps, ce ne serait pas à moi de ramasser les morceaux. Ce soir-là, je ne suis pas retourné dans le salon. Je l'ai laissé sur le canapé, seul avec ses pensées, tandis que je me suis enfermé dans la chambre d'amis, mon nouvel espace. Ce n'était pas un geste dramatique ni une tentative d'attirer son attention. C'était juste moi, posant une limite. J'avais besoin de distance, même si ce n'était qu'un simple mur entre nous. Les jours suivants, nous nous sommes à peine parlé. Nous nous croisions dans la maison comme des étrangers, nous évitant, sauf pour quelques rencontres furtives dans la cuisine ou le couloir. Elle a essayé, à plusieurs reprises, de relancer la conversation, mais j'ai coupé court à chaque fois. Je n'étais pas prêt à parler. Pas encore. À la place, j'ai pris ce temps pour réfléchir à ce que je voulais vraiment. Je me suis demandé si je pouvais continuer à vivre ainsi, coincé dans un mariage qui ressemblait plus à un contrat qu'à une relation. J'ai repensé aux années que j'avais investies en nous,
et si tout cela en valait encore la peine. Mais surtout, j'ai pensé à moi, à la personne que j'étais devenue dans ce mariage et à celle que je voulais être à l'avenir. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que je n'aimais pas la personne que j'étais devenue. J'étais fatigué. Fatigué de donner plus que je ne recevais. Fatigué de courir après une affection qui aurait dû être naturelle. Fatigué d'avoir l'impression d'être le seul à me battre pour quelque chose qui semblait irrémédiablement brisé. Et c'est là que j'ai pris ma décision. Un soir, après une nouvelle journée de silence, je suis entré dans le salon et je l'ai trouvée assise sur le canapé, fixant son téléphone, feignant de ne pas remarquer ma présence. Mais je pouvais voir, à la tension de ses épaules, qu'elle attendait. Elle attendait que je parle enfin. Je n'ai pas perdu de temps avec des détours. Je n'y arrive plus, ai-je dit. Sa tête s'est relevée immédiatement, ses yeux écarquillés. Quoi? Ça, ai-je répété en désignant l'espace entre nous deux. Je ne peux plus continuer à faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je ne peux plus continuer à donner encore et encore pendant que toi, tu agis comme si le simple fait d'être là suffisait. Elle a commencé à parler, mais je l'ai interrompue. Je ne suis plus en colère, ai-je dit. Je ne suis même plus blessé. Je suis juste fatigué. Je ne sais pas si ça signifie qu'on doit se séparer, qu'on doit suivre une thérapie ou autre chose encore. Mais ce que je sais, c'est que je ne peux plus continuer comme ça. Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'air vraiment effrayée. Alors, tu vas partir? J'ai haussé les épaules. Peut-être. Peut-être pas. Mais je pense qu'on a besoin de temps séparés pour le savoir. Ses yeux se sont remplis de larmes et, pendant un instant, j'ai failli céder. J'ai failli la prendre dans mes bras et lui dire qu'on allait arranger les choses, comme on l'avait toujours fait. Mais alors, je me suis rappelé ces paroles, qu'elle ne me devait aucune intimité, et la flamme qui me maintenait debout s'est ravivée. Il n'y a pas que toi qui compte dans cette histoire, ai-je dit fermement. Tu as été clair sur ce que tu ne me dois pas. Maintenant, je suis clair sur ce que je ne vais plus donner sans rien en retour. J'ai pris un sac que j'avais déjà préparé et me suis dirigé vers la porte. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Elle est juste restée là, pleurant silencieusement, tandis que je sortais et refermais la porte derrière moi. Et, en conduisant loin de là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, du soulagement. Pas parce que tout était fini, mais parce que, pour la première fois, j'avais le choix. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant des heures après mon départ. Je savais qu'elle m'enverrait des messages ou essaierait d'appeler à un moment donné, mais je n'étais pas prêt à affronter ces mots. J'avais besoin de temps. Du temps pour réfléchir, pour respirer sans le poids de ses attentes ou la pression constante des obligations. J'ai passé la nuit dans un hôtel bon marché, fixant le plafond pendant des heures, repassant tout ce qui m'avait mené à ce moment-là. Je me suis posé les mêmes questions en boucle, ai-je pris la bonne décision? Est-ce la fin de mon mariage? Ou est-ce le nouveau départ dont nous avions besoin pour réparer ce qui était brisé? Quand le jour s'est levé, je n'avais toujours pas de réponse. Mais il y avait une chose dont j'étais sûr, je n'étais pas prêt à rentrer. Les premiers jours de séparation étaient étranges, presque comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. J'ai dîné seul, j'ai vécu dans un silence inhabituel sans le bruit de la télé en fond, et je me suis couché sans entendre ses pas dans le couloir. Au début, c'était libérateur. Mais ensuite, la solitude a commencé à s'installer. Pas parce qu'elle me manquait, mais parce que l'idée de ce que nous avions été me manquait. Elle m'a appelé la troisième nuit. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. « Salut », a-t-elle dit d'une voix basse et hésitante. « Salut. » Aucun de nous n'a parlé pendant un long moment. Je pouvais entendre sa respiration, tremblante et irrégulière, et je savais qu'elle avait pleuré. Mais je n'étais pas prêt à baisser ma garde simplement parce qu'elle semblait vulnérable. « Je ne sais pas quoi faire », a-t-elle fini par dire. Ces mots m'ont touché plus fort que prévu. C'était la même femme qui paraissait toujours si sûre d'elle, si réticente à admettre ses erreurs. L'entendre dire qu'elle n'avait pas les réponses m'a désorienté. Moi non plus, ai-je admis. Mais je sais que je ne peux plus continuer comme avant. Moi non plus. C'était la première fois que nous étions d'accord sur quelque chose depuis des mois. Et, pendant un instant, ça ressemblait à un progrès. Mais ensuite, la réalité a repris le dessus, et la conversation s'est de nouveau bloquée. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons recommencé à parler davantage, mais la distance entre nous restait palpable.
Elle voulait que je rentre, au moins pour essayer une thérapie avant d'abandonner complètement. Et une partie de moi le voulait aussi. Mais une autre partie n'arrivait pas à oublier comment nous en étions arrivés là. Je n'arrivais pas à oublier ce que c'était que d'entendre que mes besoins ne comptaient pas, que l'intimité était quelque chose qu'elle pouvait me refuser sans conséquence. Je n'arrivais pas à oublier les nuits où je me sentais invisible dans ma propre maison ou le ressentiment qui s'était accumulé en moi pendant des années. Alors, je ne me suis pas précipité pour revenir. À la place, j'ai posé des limites, de vraies limites, cette fois. Si nous devions essayer à nouveau, ça devait être différent. Je ne courais plus après son attention ni ne m'en dirais plus des miettes d'affection. Elle devait me montrer qu'elle était prête à faire des efforts, qu'elle tenait vraiment à réparer ce que nous avions brisé. Et, pendant un moment, il semblait qu'elle essayait. Elle est allée à des séances de thérapie seule quand je n'étais pas prêt à y aller. Elle m'a envoyé de longs messages sur ses réflexions, sur ce qu'elle avait dit et fait. Elle a même cessé de me blâmer pour ma distance. Mais, aussi fort que je voulais y croire, quelque chose sonnait faux. Peut-être était-ce le fait qu'elle n'avait commencé à essayer que lorsque j'étais parti. Ou peut-être était-ce la prise de conscience que je ne pouvais pas lui faire confiance pour ne pas retomber dans ses vieilles habitudes une fois que les choses se seraient calmées. Au final, la décision n'a pas été aussi dramatique que je l'avais imaginé. Il n'y a pas eu de dispute explosive ni d'adieu en larmes. Juste une compréhension silencieuse que nous étions allés trop loin pour retrouver notre chemin. J'ai demandé le divorce un mois plus tard. Elle n'a pas contesté, et bien que cela ait été douloureux de tourner cette page de ma vie, je suis parti en sachant qu'après des années, j'avais enfin choisi moi-même. Si c'était le bon choix ou non, seul le temps le dira. Mais pour l'instant, je sais une chose, je ne dois plus jamais à quelqu'un plus que ce qu'il est prêt à me donner en retour. Plus jamais. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur l'importance de se valoriser dans une relation. Il ne s'agit pas seulement d'aimer quelqu'un, mais aussi de ressentir que cet amour est réciproque, que nos sentiments et nos besoins sont pris en compte. Parfois, il faut prendre du recul pour voir les choses plus clairement et comprendre ce que nous voulons et méritons vraiment. Que pensez-vous de cette décision? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.